Bonjour, aujourd'hui on va parler des dynamiques relationnelles toxiques et on va en parler à travers le triangle dramatique de Karpman qui j'espère n'aura plus de secret pour vous au terme de cette vidéo. Alors je vais définir progressivement ce triangle avec vous et puis on va essayer de s'appuyer sur un exemple de dialogue très concret dont le but c'est finalement d'illustrer l'intérêt de cet outil pour tout un chacun parce que oui, on peut dire, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours assez facilement. Il est intéressant pour obtenir une lecture, on va dire, des dynamiques relationnelles. Et puis sans doute, peut-être pour essayer de les améliorer, ces dynamiques. Le triangle de Karpman, c'est un outil plutôt simple, mais vraiment éclairant, qui va permettre de comprendre en première approche, si je puis dire. C'est-à-dire, en dehors d'une approche analytique transférentielle plus subtile et approfondie. Mais le triangle de Karpman peut faire comprendre ce qui se joue en douce dans les relations, dans notre dos, je dirais. Alors ce triangle, il marche plutôt bien, que ce soit avec un ami qui se plaint tout le temps, un proche, on va dire, qu'on a vraiment envie d'aider à tout prix, hein, et puis un collègue, par exemple, qui nous ferait passer pour le méchant, ou même d'ailleurs avec un partenaire, où on a cette sensation qu'on rejoue finalement toujours les mêmes scènes. Alors pour situer un petit peu les choses dans le déroulé historique, on va dire que l'outil qu'on appelle aujourd'hui le triangle dramatique de Karpman, eh bien, il a été publié et théorisé donc en 1968, il a été publié dans le bulletin d'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que à l'époque, il faut savoir que Karpman était un psychiatre en formation qui était très influencé par l'analyse transactionnelle développée par Eric Berne. Alors ce qui le motivait, Karpman, c'était de chercher finalement à modéliser les dynamiques relationnelles plutôt dysfonctionnelles, plutôt répétitives, hein, qu'il observait dans les interactions humaines autour de lui. Karpman va proposer une représentation triangulaire qu'il appelle un jeu psychologique dans un scénario relationnel inconscient dans lequel finalement il va y avoir trois rôles qui vont être en tension permanente. Le premier rôle, c'est celui dit de la victime, c'est-à-dire que la victime se ressent comme impuissante, opprimée, accablée, on peut dire souvent parfois sans l'être véritablement objectivement. Ensuite, le second rôle, c'est celui du sauveur, c'est-à-dire que le sauveur il est animé par l'envie, peut-être parfois le besoin narcissique, hein, ça dépend, d'aider sans finalement qu'on lui demande. Et le troisième rôle, c'est le persécuteur qui va critiquer, contrôler, souvent avec une forme de conviction, de supériorité, ou en tout cas de légitimité. On peut dire que la puissance du modèle de Karpman réside finalement dans sa plasticité relationnelle, c'est-à-dire que les rôles, ils vont jamais être figés. Et une même personne peut passer d'un rôle à l'autre en quelques instants dans la relation. Alors je vous propose à ce stade, pour rendre tout ça le plus concret possible, eh bien, de partir sur un exemple qui va vous permettre de saisir les mécaniques à l'œuvre dans le triangle dynamique qu'est le triangle de Karpman. Alors on va imaginer cette scène, il y a Alice et Sophie qui sont des amies depuis longtemps, hein, et elles discutent autour d'un café un soir, c'est-à-dire que Sophie se confie à Alice, comme quoi elle a des problèmes relationnels avec son conjoint, elle souffre de la relation avec son conjoint. Donc Alice écoute, Sophie s'exprime sur sa relation difficile à son conjoint. Sophie va dire « J'en peux plus, il ne m'écoute jamais, il prend toutes les décisions tout seul, j'ai l'impression d'être transparente et même parfois écrasée. » Voilà. Donc Alice, elle écoute, elle aime beaucoup son amie et donc elle se sent très concernée par la souffrance. Elle veut l'aider et immédiatement, elle va se positionner dans le rôle de la sauveuse, hein, et donc elle va proposer des solutions à son ami. Alors ça pourrait donner quelque chose, pourquoi tu lui en parles pas directement et clairement, explique-lui ce que tu ressens, Sophie, vas-y. Mais Sophie secoue la tête, et par exemple elle dirait oui mais il va dire encore que j'exagère ou que je dramatise. Alors c'est là que Alice va commencer à insister. Bah essaie d'établir des limites, dis-lui que c'est plus possible pour toi de subir ça. Et c'est là que Sophie va soupirer et commencer à dire « oui, mais dès que j'essaie, eh bien, il se braque. Et puis ça va finir en dispute. » Petit à petit dans la discussion, Alice, elle va sentir une sorte de frustration s'installer en elle. Hein. Elle a l'impression que Sophie est en train de rejeter toutes ses idées. Dans sa posture émotionnelle, elle voulait juste, simplement, si je puis dire, aider Sophie. Et là, elle commence à perdre de plus en plus patience parce qu'elle entend sans arrêt « oui mais, oui mais, oui mais ». Et c'est comme si elle se sentait maintenant impuissante finalement à réconforter Sophie. Et cette impuissance, elle crée chez Alice un inconfort profond et croissant. C'est là où tout d'un coup, elle peut dire « Franchement, Sophie, si tu refuses toutes les solutions que je suis en train de te donner, bah alors à quoi ça sert qu'on discute? Et puis pourquoi tu te plains ?» Et là,
ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en un instant, Alice, elle bascule du rôle de sauveur à celui de persécuteur pour Sophie. Parce que Sophie, elle encaisse là à ce moment-là, mais elle se sent blessée par ce que vient de dire Alice. Et elle se sent jugée, et elle se sent incomprise. Alors, elle se positionnait comme la victime, c'est-à-dire que face à son conjoint, elle se sentait victime. Mais maintenant, elle est victime d'Alice dans la discussion. Et elle pourrait enchaîner sur mais tu comprends pas Alice, c'est difficile pour moi ce que je vis, j'ai juste besoin d'en parler un peu à une amie, je voulais juste un petit peu de soutien quoi, donc je vois pas pourquoi tu me donnes une leçon. Et si on continue notre jeu de rôle, on peut imaginer qu'Alice est très agacée, qu'elle lève les yeux au ciel, et puis elle peut dire bah écoute, débrouille-toi sans moi maintenant, si je suis soi-disant une donneuse de leçons, eh bien moi je voulais juste essayer de t'aider un peu, et visiblement toi eh ben, tu veux pas changer ton histoire, tu veux pas que ça change, eh bien continue, ok, continue comme ça toute seule. Et puis là, elle peut se lever, Alice elle est vexée, et puis elle peut abandonner finalement son rôle complètement de sauveur et de persécuteur, et elle passe en mode victime, parce qu'elle est persuadée qu'elle a été injustement rejetée par Sophie. Alors qu'elle voulait aider, qu'elle était gentille, une vraie amie. Dans l'esprit d'Alice, ça peut se dire comme ça. Et donc, Sophie, elle voit son amie se détourner d'elle, à l'instant. Alice se lève, là. Donc, Sophie, elle ressent un mélange de culpabilité et de colère qui l'envahit, là, d'un coup. Hein. Elle, au début, elle se sentait en détresse au départ de la conversation. Et elle se retrouve maintenant dans la position désagréable du persécuteur. Elle accuse Alice d'être insensible. Et Alice a réagi. Donc elle est bien dans un rôle de persécution, alors que au départ elle était dans un rôle de victime. Et c'est ça qui va faire réagir Sophie, qui dira bah merci, sympa l'amitié, moi dès que j'ai un problème, en gros, tu préfères fuir plutôt que de m'écouter, bah c'est vraiment pas cool. En tout cas, merci Alice, c'est sympa d'être passé. On peut dire que cet échange il est assez classique. Pourquoi ? Parce que les rôles, ils n'y sont pas figés si on y réfléchit bien. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque interaction, les places, elles peuvent changer. C'est-à-dire que les frustrations vont s'accumuler entre les protagonistes et tout le monde finit par en sortir soit épuisé, soit mal. Parce que dans le triangle de Karpman, il n'y a pas de gagnant finalement. Hein, à part peut-être si vous avez une personne perverse avec vous. Parce qu'elle s'en donnera à cœur joie en se victimisant ou en persécutant l'autre, par exemple. Hein. Alors je précise d'ailleurs que hors perversion, ce schéma, eh bien, il se met en place de manière totalement inconsciente. Hein, parce que chacun joue finalement un rôle, le rôle qui lui semble le plus naturel au départ. Donc on peut le comprendre à ce stade, le triangle, il est toxique, parce qu'il donne une illusion d'un échange, alors que en fait, si on y regarde bien, il va juste alimenter un conflit qui se déploie doucement mais sûrement sous les yeux des protagonistes. C'est-à-dire que personne ne va trouver satisfaction, à part, je le répète, une personne structurellement perverse. Alors quelques précautions maintenant sur le triangle de Karpman, parce que ce modèle, eh bien, il est utile, oui bien sûr, hein, il est très utile, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est une réduction, c'est-à-dire que c'est une simplification des dynamiques relationnelles qui sont par essence complexes. Donc, avec cet outil, on obtient quelque chose de plus simple, mais c'est certainement pas un diagnostic de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diagnostiquer des comportements avec cet outil. Il s'agit avant tout d'un outil, voilà, pour qu'il soit bien utilisé, c'est un outil d'observation. Et il faut manier ces résultats avec prudence. D'accord ? Donc, surtout, je dirais, en thérapie, dans l'analyse des conflits familiaux ou dans le coaching professionnel, attention pour ceux qui l'utilisent, ça n'est qu'un outil d'observation. Par contre, oui, avec le triangle de Karpman, une personne qui est plutôt en posture de sauveur de base, qui sauve tout le monde sans que finalement on lui demande quoi que ce soit, on pourrait dire, eh bien, ça pourrait lui permettre de comprendre la dynamique qui l'amène assez souvent à se sentir rejeté, incompris. Pour une autre personne qui observera donc certaines dynamiques le concernant, eh bien, là où il se croyait persécuté par exemple, eh bien, il pourra découvrir que parfois il maintient l'autre personne dans un rôle de sauveur justement qui lui évite à lui.
de s'autonomiser. Donc ces petites perspectives, elles servent à entrevoir que finalement, il existe des mécanismes qui peuvent nous piéger à notre insu. On peut l'observer dans les dynamiques relationnelles. Alors bien souvent, j'ai repéré que les gens qui utilisaient comme ça un petit peu de manière sauvage le triangle de Karpman, ils étaient tentés de mettre des étiquettes sur le front un peu des gens, sans avoir une base de réflexion, et donc ça peut enfermer, alors qu'il faut bien se rappeler que la dynamique du triangle de Karpman, elle fait que les rôles vont bouger. Donc oui, il peut y avoir une tendance à avoir un certain schéma d'entrée dans le triangle, mais une fois qu'on y est entré dans un rôle qu'on affectionne inconsciemment, on va bouger. Donc on peut rentrer en tant que sauveur, mais on va très vite se transformer en persécuteur et peut-être en victime, etc. Et inversement. Alors maintenant que vous avez saisi les mécanismes du triangle de Karpman, je vais vous proposer quelques petites questions assez utiles dans une relation qui peuvent agir comme un petit rappel de présence à soi, je dirais. C'est-à-dire que c'est une forme de détecteur, de bascule dans un ou l'autre rôle du triangle de Karpman. Ça veut dire que rien que le fait de se poser ces questions que je vais vous proposer, eh bien ça suffit déjà à vous en faire sortir, parce qu'on revient, grâce à ces questions, à une posture que je qualifierais de plus adulte, de consciente, et de responsable surtout. Alors, première chose, pour éviter le rôle du sauveur, on a ces questions-là qui peuvent venir. Est-ce qu'on m'a vraiment demandé de l'aide? Est-ce que j'aide ou est-ce que je prends le contrôle dans la relation? Est-ce que je suis en train d'écouter ou est-ce que je suis en train de vouloir réparer? Est-ce que je laisse l'autre trouver ses propres ressources finalement? Est-ce que mon aide, elle nourrit l'autre ou est-ce qu'elle me nourrit moi? Alors maintenant, pour éviter le rôle du persécuteur, voici une série de quelques questions. Donc, est-ce que je parle pour faire avancer les choses ou est-ce que je parle pour avoir raison? Ensuite, suis-je dans une critique ou dans une observation utile? Est-ce que je cherche finalement à punir ou est-ce que je cherche à comprendre les choses? Est-ce que mon ton est ajusté ou est-ce qu'il est chargé d'une forme d'agressivité déguisée? Est-ce que je discute pour proposer un peu de changement ou est-ce que je suis en train de vouloir que l'autre m'obéisse? Et maintenant, pour éviter le rôle de victime, eh bien, je vous propose ces questions-là, c'est-à-dire, suis-je vraiment impuissant ou est-ce que je me suis habitué à ce rôle? Est-ce que je demande à l'autre de l'aide ou est-ce que je suis en train de me plaindre en fait? Est-ce que je me positionne en adulte ou en enfant qui attend d'être sauvé? Est-ce que j'assume ce que je ressens à l'instant ou est-ce que je suis dans la relation en train d'accuser l'autre? Est-ce que j'ai exploré mes ressources ou est-ce que j'ai baissé les bras rapidement? Et puis je peux vous proposer aussi quelques questions qui peuvent marcher à toutes les places finalement. C'est-à-dire que, est-ce que je parle depuis ma responsabilité, si je puis dire, ou est-ce que je parle depuis mes blessures? Est-ce que je suis dans une relation d'égal à égal avec mon interlocuteur, ou est-ce que je suis plutôt dans un rapport de pouvoir qui est déguisé? Est-ce que je suis en train de laisser l'autre libre de penser et de ressentir? Est-ce que cette conversation, pour moi, elle est finalement nourrissante, ou est-ce qu'elle m'épuise? Est-ce que je ne serais pas en train de rejouer quelque chose ici de manière inconsciente? Voilà, toutes ces questions sont intéressantes et vous l'avez compris, vous permettront de vous positionner par rapport aux rôles s'ils existent dans le triangle si vous y êtes rentré. Cet outil est un outil qui ouvre de multiples pistes de réflexion, il invite les interlocuteurs à l'humilité, à l'écoute et à avoir ou à adopter un peu plus de distance critique avec nos propres bons rôles et puis nos certitudes, nos bonnes certitudes si je puis dire. Voilà, maintenant cette vidéo se termine, il me reste à vous dire à bientôt pour la suite.